Bonjour tout le monde. On va démarrer. Je dois avouer que je suis un petit peu dans la merde en fait. Quand j'ai proposé ce talk, j'avais pas beaucoup de prétention même d'être accepté. Je me concentrais sur autre chose, sur un autre des talks. Et donc il a été accepté, donc ça c'est cool. Puis il m'avait mis dans une salle et puis là il y a pas trop longtemps, je me suis aperçu que c'était le gros amphi. Et du coup, je regarde le titre, je me dis c'est quand même hyper ambitieux comme titre. Donc j'espère que je ne vais pas perdre votre temps, c'est tous ces gens qui sont venus. Mon objectif en tout cas, c'est pas un survol, de toute façon en 45 minutes on n'arrive pas, mais c'est vraiment vous donner quelques points que moi je trouve intéressants dans des choses qui sont relativement récentes, notamment sur la série 5 de tous les projets Hibernate. J'ai essayé d'être concret dans les fonctionnalités, certaines des fonctionnalités que je montrais pour que ça soit immédiatement applicable pour vous quand vous rentrez, je ne sais pas, vous codez le samedi ou pas, enfin, au pire lundi. Et voilà. Donc moi je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille donc historiquement dans l'équipe Hibernate et toujours, et c'est là où je fais beaucoup de mon code, mais je suis un peu monsieur data dans le middleware de JBoss, et du coup, les projets Infinispan, ModShape, etc., j'essaie un peu de travailler avec tous ces gens-là. Le dernier, c'est Debezium. C'est intéressant pour les gens qui veulent faire un peu de event streaming à partir de leur base de données existante. Donc, convertir ça en événements, tous les changements dans une base, et puis après, travailler en réactif dans vos applications. Je vous laisse regarder. Alors, qui utilise Hibernate? Non, on va faire autrement. Qui n'utilise pas Hibernate? Ok. Alors pour vous, ça va être difficile, je pense, cette présentation. Il faut vraiment quand même un petit peu de background. Ensuite, qui utilise Hibernate la 5? Ok. 4? Ok. En dessous? Ok. Bon, 3, il faut vraiment migrer, les gars, hein, quand même. Ouais. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont 4 ou 5 et qui ont peut-être pas forcément, connaissent pas forcément toutes les technos. Et puis après, on va parler, ah oui, qui utilise autre chose que l'ORM, genre Search Validator, OGM? Ok. Il n'y en a pas assez, c'est ça où... enfin, j'espère que je vais vous montrer la valeur. Alors, l'ORM, avant, on ouvrait la classe configuration, on rentrait plein de trucs dedans, on remuait, on pouvait même rajouter des trucs dedans, on remuait, ensuite on disait donne-moi une session factory, et paf, Hibernate était démarré, l'ORM. Ça... Déjà, c'était vraiment la panique pour nous parce qu'en termes de cycle de vie, on récupérait des nouveaux mappings avec des informations qu'on avait perdues d'avant parce que vous mettiez les informations un peu dans le sens que vous voulez. Donc, c'était très compliqué de bootstrapper Hibernate en termes de code pour nous. Et puis, au niveau de la modularité, c'était aussi l'enfer. Pourquoi? Parce que Hibernate, il prend des ressources de plein d'endroits différents. C'est un framework qui va taper à droite, à gauche. Donc, il prend vos classes à vous, puisqu'on va les persister, d'accord? On va même faire des proxys qui vont les améliorer en termes de lazy, etc. On va récupérer des fichiers XML de configuration, on va récupérer la data source du serveur d'application, etc., etc. Du coup, c'est des class loaders un petit peu différents au niveau modularité, et c'était toujours, ça marchait jamais. Tout le monde, tous les mecs qui faisaient de la modularité disaient qu'Hibernate c'était un mauvais élève, etc. Donc ça nous a pris littéralement des années pour améliorer tout ça, et là je pense qu'on est vraiment à un niveau plutôt intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on modularise? C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que moi, je change un peu mon fusil d'épaule sur la modularisation? Je vois deux points intéressants. Le premier, c'est ça permet de démarrer les applications un peu plus rapidement, parce que si on sait qu'on n'a pas à vérifier telle classe, telle classe, telle classe, qu'on n'utilise pas, on gagne du temps. Ensuite, quand un module il est sealed, donc il est sealed, ça permet de préparer certaines choses. L'autre truc de la modularisation, c'est que ça permet de gérer des versions concurrentes. Tant qu'elles ne sont pas exposées de manière concurrente à un seul morceau, vous pouvez avoir module A et module B qui utilisent module C. Tant que module C n'est pas exposé, si C utilise des versions différentes entre module A et le module B, ça ne va pas trop être un problème. Si, par contre, vous n'êtes pas dans un environnement modulaire, il va falloir décider entre le framework A ou B, puisqu'ils utilisent des versions incompatibles, par exemple, de C ensemble. Troisième point, au niveau sécurité, plus on modularise, moins on expose, moins on est exposé à des problèmes. On parlait du problème de classe de sérialisation ou désérialisation sur un des projets Apache il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est un point intéressant. Donc, on a travaillé là-dessus. Et
Alors, si vous utilisez JPA, vous n'avez pas vraiment de problème parce que le bootstrap est un peu défini. Si vous utilisez nativement le bootstrap d'Hibernate, c'est découpé en 3 morceaux maintenant. Le premier, c'est qu'on crée un service registry, un peu comme tout le monde. Dedans, il y a des services. Les services, c'est des trucs qui démarrent le cycle de vie du cache de second niveau, du connection pool, du class loader, comment est-ce qu'on y accède, comment est-ce qu'on charge les ressources. Donc on prend cette registry, on lui donne la configuration générale, et puis on démarre. On a la registry. Ensuite, on va donner toutes les métadonnées, tout le mapping qui correspond à vos entités. Donc les objets annotés, les fichiers hbm.xml historiques. Qui l'utilise encore, hbm.xml? Okay. Vraiment, un jour, on arrêtera de le supporter. Donc, et l'orm.xml, qui est la version JPA. On rajoute aussi la notion de naming stratégie, j'en parlerai un petit peu après. Et une fois qu'on a ces 2 étapes qui sont vraiment bien ordonnées, on est capable de construire proprement la Session Factory. Donc déjà, on ne vous permet pas de tout mélanger dans tous les sens. Il y a vraiment un ordre. Et ensuite, on a les hooks qui sont nécessaires pour qu'au niveau de la modélarisation, ça se passe bien. Deuxième chose, alors on a été hyper modeste, mais on est compatible entre guillemets avec Java 8. Alors il n'y a pas de lambda et tous les trucs super sexy. En gros, on n'a pas forcément nécessairement trouvé de use case, en tout cas dans un univers compatible avec JPA. Par contre, on rajoute le support de date and time et on espère rajouter des petites choses. Ce qu'on a aussi fait, c'est rajouter des choses mieux sur des technos qui existent déjà depuis Java 5, 6 et 7, où on n'avait pas vraiment pris le temps de le faire. Donc, si vous utilisez date and time de Java 8, n'oubliez pas de rajouter une nouvelle dépendance qui s'appelle Hibernate-Java 8. Et du coup, vos types Java time, local time, etc., ceux que j'ai définis à droite, à votre droite, sont du coup mappés sur les objets, enfin sur les types SQL qui sont à votre gauche. D'accord? Rien de magique. Du coup, nous, on a dû améliorer le système de types pour qu'il ne soit pas statique, mais sur lequel on puisse rajouter dynamiquement, entre guillemets, des nouveaux types à Hibernate. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est génériciser un petit peu l'API, comme ça a été fait dans JPA. Donc si vous regardez la deuxième ligne, là, adresse, je n'ai pas été obligé de downcaster le résultat de SessionGate pour récupérer l'adresse. Alors c'est mineur, mais c'est toujours des petits trucs intéressants. Et puis surtout, qui utilise AutoClosable, enfin ces fameux blocs-là? D'accord. Pas tant de gens que ça. C'est vrai que finalement, il y a beaucoup de frameworks qui font ça pour nous. Mais pour ceux qui les utilisent, on a auto-closabilisé les ressources que Hibernate utilise. Donc, pour ceux qui ne l'utilisent pas, mais qui font quand même un try, catch, dans le finally, fermer, appuyer sur, faire ressource.close, et puis s'il y a une exception, l'attraper, etc. Tout ça, c'est géré pour vous par, alors je ne sais plus si c'est la JVM ou le compilateur, en l'occurrence là-dessus, mais donc utilisez les blocs auto-closable. L'augmentation par bytecode, c'est un truc qui existe depuis assez longtemps sur Hibernate. Historiquement, Hibernate ne le faisait pas, c'est-à-dire que le fonctionnement normal d'Hibernate, c'est on charge l'objet de la base, on a ces fameux types qui représentent la ligne au sens SQL, donc avec propriété 1, telle valeur, propriété 2, telle valeur, etc. Ensuite, on crée un nouvel objet, puis on le remplit, et on vous donne cet objet. Vous le modifiez, puis au moment du flush, on regarde l'objet, on regarde les valeurs, on le compare avec ce qu'on a chargé de la base, on le garde, et on dit le même. Ah, différent. Différent, ça veut dire qu'il faut que je fasse un update. D'accord? Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est hyper long parce que ça veut dire qu'il faut regarder tous les objets, toutes les propriétés des objets. En pratique, c'est hyper rapide. Par exemple, un truc qui est marrant, c'est que React, le truc hyper à la mode, c'est la fête. En fait, ils utilisent le même genre de technique que nous, on utilise dans l'ORM, et eux, pour comparer leur virtual DOM et puis après appliquer les changements au niveau du DOM. Néanmoins, on peut faire mieux quand on fait du bytecode enhancement. Le bytecode enhancement, c'est, vous savez, quand vous écriviez à la main et que vous aviez oublié de rajouter des choses, alors vous mettiez la petit truc là, puis vous rajoutez les choses au milieu. Donc c'est exactement ça, vous rajoutez du code là où, enfin, Hibernate rajoute du code là où vous avez déjà écrit votre code. Donc on a amélioré ça, et notamment, on est capable de détecter plus finement, puisqu'on sait que vous avez appelé la propriété pour mettre à jour. Du coup, le bytecode dit sur la classe, ah, ça c'est une des classes qui a été modifiée. Du coup, au lieu de regarder toutes les classes, on est capable de dire, ah ben, cette classe et cette classe ont été modifiées, on a vu ça via le bytecode, donc on va comparer uniquement celle-là quand on va faire le flush.
Et là, c'est un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'on utilise aussi le système de type et on fait vraiment une comparaison. Et si la valeur a effectivement changé, on va dire qu'il y a eu un changement, sinon on ne l'a pas fait. Donc ça, c'est des petites améliorations. Autre petite / grosse amélioration, c'est que en fait, l'outillage a été refait. Ça, c'est la configuration Maven. Au milieu, là, il y a 3 propriétés intéressantes. Est-ce que je veux la lazy initialisation des propriétés? On va en parler juste après. Est-ce que je veux le dirty tracking? C'est ce dont je vous expliquais, là, vérifier via le bytecode qu'une classe a été modifiée ou pas. Et le troisième, l'association management, on va en parler aussi après. Ça, c'est quand vous faites du Gradle. Et puis, et voilà. Donc là, vos classes ont été annoncées. Et maintenant, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Par défaut, quand on charge une classe, pas les associations, mais toutes les propriétés de la classe sont chargées en une fois. Là, ce qu'on peut faire, c'est de dire, je vais ne charger que certaines propriétés, et il y en a d'autres que je vais marquer en tant que lazy, et je ne vais pas les charger avant le premier appel sur la propriété. Et ce qui se passe, c'est que quand on appelle la première propriété lazy, toutes les propriétés lazy sont chargées. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas hyper flexible. C'est-à-dire que c'est un pistolet à 2 coups, puis après, on est mal. Ce qu'on a rajouté, c'est la notion de groupe de laziness, ce qui fait que vous pouvez définir finalement des cas d'utilisation. Vous dites, je vais charger le minimum de propriétés, donc ça, c'est mes propriétés non lazy. Et puis, parmi les propriétés lazy, je vais les classifier dans des groupes différents. Et quand je vais charger une propriété, qui est lazy, je vais charger toutes les propriétés qui appartiennent à ce groupe-là, donc par exemple financial. Ce qui fait que si je suis dans mon use case où je veux les informations financières du client, ça va charger les propriétés financial, mais pas forcément les propriétés assets, etc. Donc ça, c'est un peu plus flexible que ce qui existait avant, qui n'était finalement pas très utilisable. Autre truc qui est important dans Hibernate, dans des associations bidirectionnelles, c'est qu'il faut bien ne pas oublier de mettre à jour des 2 côtés son modèle objet, que ce soit du many-to-one ou du many-to-many. Et du coup, ce qu'on faisait en général, c'est qu'on créait un add line to order, qui était en fait un petit morceau de code sur la classe order qui allait rajouter la ligne dans la collection de order, là, de line items, et puis line item allait pointer vers order. D'accord ? Donc ça, vous l'écriviez à la main, c'est un petit peu pénible. Donc là, avec le bytecode announcement, on améliore les classes pour que quand vous mettiez à jour d'un côté, ça le mette à jour de l'autre automatiquement. Donc là, vous voyez, il y a 4 lignes entre la création de l'objet et être prêt à utiliser l'objet. Là, on passe à 3 lignes, et surtout, on n'a pas à écrire ce petit bout de code systématique dans notre objet. Alors c'est mineur, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Le cache de second niveau, premièrement, il est plus performant. Il y a un truc, donc Hibernate, c'est performant, d'accord, l'ORM. On a beaucoup travaillé ces dernières années à la performance. Donc finalement, en proportion, il y avait peu de fonctionnalités visibles pour vous, mais il y a beaucoup d'améliorations de performance. Il y a un des points de contention qu'on avait, c'est sur les applications qui utilisaient beaucoup Hibernate et les bases de données relationnelles. Je suis en train de me dire que ceux qui ont des barbes, ils font comme ça, mais comme moi, j'ai mon écharpe, je fais pareil, mais un peu plus bas. Bref, on va revenir au truc. Le problème qu'on avait, c'est que on programme en Java, donc en objet. Donc on crée des objets qui étaient temporaires, des fois temporaires à la méthode. Donc Java est super fort pour essayer de les garbage collecter rapidement, etc., etc. Mais on atteignait quand même la limite, en gros, que la frontière entre ce que sait faire la JVM sur les bus modernes en termes de nombre d'allocations. Enfin de taille d'allocation en l'occurrence. Et donc on en est sur des chemins critiques à essayer de réduire le nombre d'objets qu'on crée, soit en utilisant des approches statiques, soit en réutilisant des pools d'objets. Et c'est un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on crée moins d'objets, notamment la clé, elle est partagée entre le cache de second niveau et ce que Hibernate utilise. Ça fait un objet de moins créé, ça permet de gagner du temps. Et l'autre truc intéressant, c'est le fameux cache par référence. Donc par défaut, dans Hibernate, vous vous rappelez, je vous ai dit, Hibernate, il charge l'objet, il garde une version qui est un tableau des propriétés, et puis ensuite, il va peupler un objet au sens Java, et vous donner ça dans la session. D'accord ? C'est pareil dans le cache de second niveau. Quand on récupère du cache de second niveau, on récupère ce fameux tableau avec les propriétés, et on va créer un nouvel objet, et on va l'associer et le donner pour une session donnée. Et ça, c'est hyper bien, parce que ça veut dire que si j'ai 2 sessions et qu'il y en a une qui se met à modifier l'objet, je ne le vois pas par effet de bord sur l'autre objet alors que je suis dans une transaction différente.
Donc ça, c'est le comportement normal d'Hibernate. Vous n'y pensez pas beaucoup, mais en fait, c'est hyper important en termes de fonctionnalité. Sauf qu'il y a des cas où l'objet ne change jamais. Et c'est très coûteux, au final, si on crée beaucoup d'objets, ou on lit beaucoup ces objets-là, d'avoir à les créer en mémoire. Bah déjà, ça prend plus d'espace, et puis ça prend un peu plus de temps. Donc là, quand on est sûr que l'objet, c'est un objet dit de référence, c'est-à-dire que c'est un objet qui est immuable, donc il ne change jamais, hein, c'est ça que ça veut dire. Et surtout, il n'y a pas de référence vers d'autres objets qui éventuellement seraient muables. On va dire, au lieu de garder le tableau et puis recréer l'objet à chaque fois, on va créer l'objet lui-même et on va le garder en référence dans le cache de second niveau. Ce qui fait que toutes les sessions vont avoir le même objet qui est gardé dans le cache de second niveau. Donc ça, sur des trucs genre country, etc., qui sont chargés très souvent, vous allez voir un vrai gain de performance. Il faut l'activer, il n'y est pas par défaut. Peut-être que vous n'avez pas du tout le cas d'utilisation dans votre application, ce n'est pas bien grave, mais si vous l'avez, vous allez avoir des gains assez significatifs. D'autres petites améliorations. Generated value, ça marche sur, en gros, les nombres. Enfin, en gros, les entiers, les longs, integer, long, etc. Et puis, si vous aviez un UUID ou d'autres trucs un peu custom, il faut utiliser generated value. Et puis, au lieu d'utiliser la stratégie auto, il fallait créer un custom generator référencé dessus. Il fallait se rappeler où était la doc parce qu'on ne s'en rappelle jamais comment l'écrire, etc., etc. UUID, c'est de plus en plus important parce que ça, notamment dans les approches NoSQL, c'est qu'au lieu d'avoir à gérer un endroit unique où on a un numéro qui s'auto-incrémente, qui par définition scale un peu moins bien que le reste, on génère des UUID en tant qu'identifiant qu'on peut gérer côté client et qui sont uniques, sauf si on n'a vraiment pas de chance. C'est la définition dans Wikipédia, ça, de UUID. Et donc là, c'est tout bête, mais quand on détecte que c'est un type UUID, vous pouvez laisser Generated Value à auto et on va appliquer le générateur UUID pour vous. Naming Strategy, c'est le truc qui dit j'ai mon objet avec des propriétés, d'accord? Comment est-ce que je trouve le nom de la table et le nom des colonnes si je ne change rien dessus? Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie implicite. Comment est-ce que d'un nom d'objet, j'ai un nom de table? Si par contre j'utilise un add table ou des add column, comment est-ce que du nom qui est dans add table et du nom qui est dans add column, j'ai effectivement le nom physique de la table et de la colonne dans ma base de données? C'est intéressant d'avoir ces abstractions-là. Des fois, vous avez des conventions imposées par des gens qui ne sont pas vous, ou alors vous êtes un peu monomaniaque et vous avez des conventions que vous voulez imposer aux autres. Là, ça permet de garder les choses et de les systématiser plutôt que de se rappeler ça et de lire une doc et après de devoir l'appliquer et d'oublier. D'accord ? Avant, ces deux notions de physique et implicite étaient vraiment mélangées. C'est un peu ma faute. C'est moi qui avais rajouté les contrats, en l'occurrence, dans l'interface. Et là, on l'a séparé proprement. Donc, il y a deux interfaces bien séparées. Et donc, les choses sont plus claires. Là, ça ne se voit pas bien, mais documentation, c'est écrit en gras. Je ne sais pas si Vlad est dans la salle, mais il a fait un énorme effort sur la documentation qui était bonne sur Hibernate et qui s'est dégradée au fur et à mesure du temps. Là, il y a eu un gros retravail. On est reparti de zéro. Tout est documenté, beaucoup d'exemples, etc. Donc, allez voir la documentation, elle est de super qualité. Et l'autre truc, c'est que il anime une newsletter tous les 15 jours à peu près sur un blog. Donc vous pouvez vous inscrire via une RSS feed. Je ne sais pas si vous utilisez encore ces trucs-là, mais c'est quand même pratique. Et donc ça vous donne un peu des news, non seulement de notre côté, mais aussi quelles sont les questions qui ont été les plus posées récemment sur Stack Overflow. Donc ça vous permet de dire « Ah tiens, ouais, j'avais déjà vu ce problème-là », d'être un peu proactif dans votre recherche d'informations. Voilà, donc ça c'était la partie ORM5. Maintenant, je vais parler un petit peu des autres projets. Puis je vais revenir sur ORM après si j'ai le temps. Hibernate Search, c'est de l'indexation dite full text et ça délègue à un truc qui s'appelle Lucene. Donc ce n'est pas juste des requêtes dans Hibernate, c'est vraiment des requêtes full text avec un index qui est séparé de votre base de données relationnelle. Et donc c'est un truc qui prend des objets et qui crée ce fameux index inversé, l'index full text, et qui permet de faire les requêtes au niveau objet. Donc vous les exprimez au niveau objet, donc je veux que tel objet, telle propriété, je recherche ça de manière approximative, etc., etc. Et nous, on fait le boulot d'indexation. Et on s'accroche à une source de données,
Et alors la source la plus connue, c'est Hibernate l'ORM, qui, à chaque fois qu'il fait un changement dans un objet, va nous envoyer un événement et dit hey, je suis en train de changer cet objet, peut-être que tu veux mettre à jour ton index. Et nous, on dit bah ouais, c'est une entité qu'on a indexée, ou non, c'est pas une entité qu'on a indexée. Du coup, l'index est mis à jour de manière automatique et performante, donc on batch, etc., en même temps. Donc votre base de données et l'index sont synchronisés. Et après, vous pouvez écrire des requêtes, comme vous écrivez des requêtes SQL, et vous récupérez des objets managés, sauf que c'est des requêtes dites full text. On a aussi une capacité de faire du cluster master-slave, etc., etc. Ce qui est récent, c'est la mise à jour à Lucene 5. Alors, je ne sais pas qui utilise Lucene de manière native. Là, en ce moment, ils aiment bien prendre leurs API et faire... Donc, c'est un petit peu pénible à chaque fois quand on met à jour l'application. Le gros avantage sur Hibernate Search, on a dû changer très peu de choses. Donc, votre application Hibernate Search, elle est beaucoup plus facile à migrer, juste parce que vous avez cette petite couche d'abstraction. On a fait des petites améliorations de perf bien sympathiques, notamment toutes les transactions qui sont en train de mettre à jour sur un index donné, ben, on va accumuler ça dans une queue unique. Et ce qui est lent en fait dans Lucene, c'est de faire le sync vers le disque. En fait. Bon, comme toutes les bases de données, ce qui est lent, c'est de être sûr que les données elles vont pas disparaître quand vous éteignez la machine. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les accumule toutes pour toutes les transactions. Et puis, on fait un tour on prend la queue, on applique toutes les opérations en mémoire, ça c'est très rapide. Ensuite, on fait le flush sur le disque, on revient. Et puis, si la queue est pleine, on reprend tous ces morceaux-là, etc. Donc, on a le temps de latence qui correspond au flush sur le disque. Mais par contre, au niveau throughput, là, on est au top. Et puis, alors du coup, ça se rapproche assez fortement des perfs dites du NRT pour les gens qui connaissent assez bien Lucene. Sauf qu'on peut le clusteriser du coup, donc ça c'est une grosse différence. Et puis surtout, on a rajouté le backend Elasticsearch. Si vous voulez en savoir plus, il suffit juste de revenir 24 heures en arrière dans cette salle et de regarder le talk que j'ai fait avec David, Pilato de Elastic. Donc ça sera en ligne et on va publier les... allez sur leur stand d'ailleurs et puis ils vous donneront l'URL avec la présentation et puis le code. Du coup, au lieu d'utiliser Lucene, on utilise Elasticsearch pour gérer les index et gérer les requêtes. Donc Hibernate Search fait la conversion entre l'univers objet et les changements faits par JPA, par Hibernate, l'ORM, et pousse ça dans Elasticsearch. Alors, c'est un exemple monstrueux avec beaucoup des fonctionnalités. Ce qui est important, c'est le @index. Ça dit l'entité, ce n'est pas une entité normale, c'est une qui va avoir un index full text. Et ensuite, je vais définir les champs, là, les fields, qui seront les propriétés que je veux indexer et comment je veux les indexer. Par exemple, le deuxième, on veut que ça soit un champ qui puisse être ordonné. Enfin, je veux pouvoir avoir une requête qui puisse ordonner par la valeur de ce champ-là. Par défaut, on ordonne par le résultat qui est le plus pertinent, comme Google. Google, vous ne ordonnez pas par ordre alphabétique du premier site web au dernier. Donc là, c'est pareil. Et puis les index spatiaux, vous rajoutez @spatial et sur la latitude et la longitude, vous rajoutez la notation. Et nous, on va s'occuper de créer un index qui va nous permettre de faire des requêtes de géolocalisation. Et puis, on peut dire, je veux chercher des adresses dont les pays sont, etc. Donc, on peut nester les informations là-dessus. Comment est-ce qu'on écrit la requête? Alors, on peut l'écrire en Lucene native, on peut l'écrire en Elasticsearch natif, mais on peut aussi utiliser le DSL qui est vraiment au niveau objet. Donc là, on récupère le fameux query builder pour l'objet adresse. Et là, ce qu'on voit, c'est une requête il y a deux clauses qui sont nécessaires, là, le must, et puis une clause qui est optionnelle, mais ça serait bien qu'on l'ait. Donc, si les résultats matchent, ils vont avoir un boost au niveau de leur score, donc ils arriveront plus haut dans la liste des résultats. Et donc, dedans, la première, on voit que c'est une requête spatiale. On dit, voilà, je veux être à 5 km de tel point. Et puis le deuxième, c'est je veux être sur telle rue, mais bon, je n'ai pas confiance dans la personne qui a tapé, donc je vais faire une recherche approximative, parce qu'il s'est peut-être trompé de 2-3 caractères. Et puis, ça serait vraiment bien d'être au-dessus du deuxième étage, parce que j'aimerais, voilà, j'ai peur quand je suis en dessous du deuxième étage, je ne sais pas, les vols, ce que vous voulez. Ça exprime la requête. Deuxième truc, c'est le faceting. Qui ne connaît pas faceting? OK. Qui ne connaît pas Amazon? OK, je vais pouvoir m'en sortir. Donc Amazon, quand vous faites une requête, ça te fait rigoler, hein. C'est un des contributeurs sur X ou semi-X. Bref, excusez-moi. Donc le faceting, c'est quand vous faites une requête sur Amazon
à gauche, des fois, enfin souvent ou quasi tout le temps maintenant, il y a des capacités de raffiner la requête. C'est voilà les résultats. Et puis, voilà la liste des marques qui correspondent à la requête que vous avez fait, Toshiba, Samsung, etc. Et voilà la taille mémoire, 32 bits, 64 bits, etc. Non, 32 gigabits, 64 gigabits, etc. Et ce qui vous permet de raffiner votre requête. Donc, ça va filtrer les résultats de la requête initiale. Ça s'appelle le fast setting. Ça permet vraiment à l'utilisateur de faire un premier jet et ensuite de naviguer, raffiner sa recherche. Là, on définit deux facettes. La première qui dit amène-moi la liste des villes. Alors, c'est discret, donc chaque ville est unique. Et puis, je veux uniquement les villes qui sont dans la liste des résultats. Et la deuxième facette, elle dit alors, au lieu de ramener tous les étages, je vais plutôt faire des catégories d'étages. En dessous de 0, donc là, on est vraiment dans le sous-sol. Ensuite, entre 0 et 2, c'est les étages bas, et au-dessus de 2. D'accord? Donc là, c'est un DSL, donc ça se lit relativement bien, même si vous ne connaissez pas l'API. Ensuite, je fais ma requête, comme dans Amazon, vous faites votre requête. Je crée, j'attache mes deux facettes que j'ai définies dans le slide d'avant. J'exécute ma requête, et puis du coup, je récupère les informations de facettes. Donc, à droite de mon écran, je vais afficher les résultats, et à gauche, je vais afficher les informations de navigation, de raffinement, raffinabilité, je ne sais plus comment on dit, de mon résultat et de ma requête surtout. D'accord ? J'espère que j'ai été clair. Hibernate OGM, c'était un pari qui dit est-ce qu'on peut prendre l'API JPA et puis persister les données non pas dans une base relationnelle, mais dans une base dite NoSQL. Et est-ce qu'on peut le faire pour que l'information qui est persistée, elle soit persistée dans le format naturel de la base de données en dessous. Et le défi, c'est que des NoSQL, il n'y en a pas un, mais il y en a un par produit, en gros. D'accord ? Alors, il y a quand même des familles avec des approches, mais ça demande du coup un gros travail de réflexion sur cet objet et cette association. Comment est-ce que je le stocke pour que ça soit naturel dans le modèle en dessous? Donc, on a le support pour cela, en gros, du plus stable au moins stable. Mais en gros, Cassandra et CouchDB, il y a encore du boulot, mais au-dessus, on est plutôt content. Alors, il n'y a pas le support JPQL à fond les ballons, mais il y a un support minimal sur les requêtes simples JPQL. Il y a aussi le support des requêtes natives. Donc, vous faites une requête native et vous récupérez l'objet au sens managé, comme vous faites une requête HQL. Et tout va bien. Voilà. Donc, je vous encourage à essayer, spécialement si vous voulez expérimenter un peu avec le NoSQL et pas avoir trop de choses à réfléchir, pas avoir à changer et l'univers entier de votre appli et la base de données en dessous. Donc ça permet une approche un petit peu plus incrémentale. Comment on fait pour démarrer? On fait une dépendance sur l'outil qu'on veut utiliser. Dans ce cas-là, la base de données orientée graph Neo4j. Ensuite, dans mon fichier persistance.xml, je vais dire je ne veux pas l'ORM, je veux OGM en tant qu'outil de persistance. Et puis, je veux le data store qui s'appelle Neo4j. Et après, les API, c'est les mêmes. Alors, je ne vais pas vous dire que tout fonctionne, mais la plupart des mappings fonctionnent. L'API, elle fonctionne. C'est au niveau des requêtes que vous aurez le plus de travail et d'ajustement, d'essayer de voir si ça vous convient ou pas. Alors, Hibernate Validator, c'est aussi connu sous le nom de bin validation quand on utilise Java EE. Hibernate Validator, c'est l'implémentation de référence et surtout la meilleure implémentation de bin validation. Et du coup, les dernières versions d'Hibernate Validator, c'est un petit peu la popote dans laquelle on réfléchit à la version d'après de bin validation. D'accord ? Et le gros thème qu'on a, c'est Java 8. Alors, j'ai pas de chance parce que dans tous mes projets, j'essaie de mettre des lambdas. Parce que c'est quand même marrant, etc., les flèches, tout ça. Mais j'y arrive pas. C'est pas naturel, et donc on va pas essayer de forcer le design. Mais il y a d'autres fonctionnalités de Java 8 qui sont très intéressantes pour bin validation. Alors déjà, vous savez, arg0, arg1, etc., c'est parce que dans le bytecode, en gros, il n'y avait pas le nom des paramètres. On pouvait le faire, mais il fallait tricher avec des frameworks spécifiques, etc., se mettre en debug ou je ne sais pas quoi. Là, dans Java 8, ça a été standardisé, donc on va pouvoir utiliser les valeurs telles qu'elles sont fournies par Java 8.
Évidemment, maintenant, on supporte les nouveaux types date and time de Java 8, donc ça, c'est relativement facile. Et puis, surtout, puis il y a des nouveaux types de type optional. Donc, optional d'une string email. Donc, c'est un email qui est nul ou pas, quoi. Il est optional. Enfin, si je mets une annotation sur optional, bah, je vais valider que optional, par exemple, c'est un @email. Et ça n'a pas de sens au sens optional, c'est pas une string. Donc là, on a fait un petit travail pour dire, bah, en fait, tu valides pas optional en tant que tel, tu valides ce qu'il y a dedans, d'accord? Et du coup, on a fait la même chose pour les collections. Et ça vient, alors j'oublie toujours le nom, désolé, mais ça vient de la capacité de pouvoir mettre les annotations à l'intérieur des types des collections. Là. Type use, je crois, si je me souviens bien. On a toujours refusé de supporter ce genre de choses, même dans Hibernate Validator, en tout cas dans l'aspect pour sûr, parce qu'on attendait cette fonctionnalité de Java pour que ça rentre, pour que ça soit à l'endroit naturel, à l'endroit où vous voulez valider. Donc là, je dis, ce n'est pas la liste qui est non nulle et qui est un email, c'est ce qu'il y a dans la liste. Chaque élément de la liste doit être non nul et un email. Pourquoi est-ce que j'ai mis my not null au fait? Alors le souci, c'est que, vu que c'est un nouvel endroit où on peut mettre des annotations, sur l'annotation des contraintes, il faut dire bah, « je supporte ce nouvel endroit ». Et malheureusement, bin validation du futur n'étant pas encore là, par définition, les annotations standards n'ont pas cette target. Du coup, soit vous utilisez votre propre annotation en attendant. En tout cas, toutes les annotations d'Hibernate Validator supportent déjà ces nouveaux trucs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche un petit peu de sortir la nouvelle version de bin validation pour supporter ça. Sinon, vous prenez le code de bin validation qui est en ASL, l'API, vous rajoutez le type use, vous recompilez, vous dites ça à personne et puis c'est bon, ça marche. Un autre truc qui est intéressant, surtout pour les tests, c'est donc vraiment l'objectif, c'est de mettre des contraintes en annotation. Mais des fois, on veut pouvoir être plus flexible et sur un même objet avoir des pools de contraintes un petit peu différentes. Donc là, il y a les notions de groupe qui permettent de faire ça. Mais une autre approche, c'est de définir les contraintes de manière programmatique. Et donc là, on a un DSL qui permet d'exprimer les contraintes. Ça, c'est spécifique à Hibernate Validator. Franchement, il y a peu de chances que ça soit standardisé dans la prochaine version de bin validation, mais on verra si on a le temps. Et ça permet de dire, bah voilà, j'ai ma classe voiture, et puis sur le constructeur, bah, je veux rajouter une contrainte de non-nullabilité, etc., etc. Donc on a défini des objets not null def qui vous permettent de définir les valeurs des paramètres, par exemple size, il y a min et max. Et si vous avez une contrainte à vous pouvez construire cette classe machin def, c'est pas très compliqué. Et si elle n'est pas définie parce que c'est quelqu'un d'autre qui a défini la contrainte, c'est pas grave, il y a une version générique, mais du coup qui n'est pas type safe, en tout cas dans la liste des paramètres. Et ça, c'est super pratique, notamment dans les tests quand on veut configurer, ou alors quand on a un logiciel qui est utilisé par des clients différents qui veulent avoir des contraintes différentes. Donc les gens, ils lisent les contraintes, peut-être qu'ils les persistent dans la base de données ou ce qu'on veut. Ils les expriment comme ça programmatiquement et ils les appliquent sur le modèle et c'est comme si on avait ajouté les annotations. Et pour le coup, c'est spécifique à chaque validator factory et du coup à chaque client. Donc dans le multi-tenant ou ce que vous voulez, des logiciels configurables, c'est plus pratique. Alors, Hibernate Spatial. Alors déjà, vu qu'on est hyper fort en nom, c'est le bordel. Je vous ai parlé déjà de Hibernate Search Spatial, et vous avez vu le point spatial, et puis on faisait une recherche autour d'un cercle. Et bien là, c'est une autre fonctionnalité. Donc la première qui utilise Hibernate Search, ça utilise des index qui sont en dehors de la base de données relationnelle. D'accord ? C'est des index dits inversés. Alors là, on les twist un peu pour avoir un format intéressant pour faire de la recherche géolocalisée. Et Hibernate Spatial en tant que tel, c'est une intégration dans Hibernate ORM qui utilise les capacités de fonction spatiale des bases de données relationnelles en dessous. Donc Oracle, PostGIS, qui est en gros Postgre avec les extensions, MySQL, GeoDB qui est pareil, la version H2 mais avec les extensions, etc. Alors à quoi ça ressemble? Déjà, vous rajoutez la dépendance dans votre Gradle, Maven, ce que vous utilisez. Ensuite, il faut utiliser un dialecte différent parce qu'on va rajouter des fonctions dans JPQL qui vont être spécifiques à ce dialecte, parce que certaines bases de données ont plus de support que d'autres. On essaie d'abstraire, mais à un moment, il y a des limites.
Donc là, j'ai un objet, je ne sais pas pourquoi elle est statique cette classe, mais j'ai un objet event. Et j'utilise un objet point qui fait partie de la librairie JTS, qui représente un point. On a une autre librairie qu'on supporte, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, mais pour les experts, vous pouvez zoomer dessus. Ensuite, là, je crée l'objet et je le persiste. D'accord, j'ai persisté avec le point 10.5. Ça, c'est la partie, je crée l'objet, je persiste et j'ai fait ma config. Au niveau requête, j'écris une requête JPQL avec là, c'est la fonction within, et je dis, voilà, je veux que la propriété location, elle soit autour de dans ce polygone. Donc, on peut définir des géométries, littéralement, vous faites des dessins, quoi, tac, 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 tac. Ça, c'est l'endroit où on veut chercher, et ça applique, et c'est la base de données en dessous relationnelle qui fait le boulot. Donc là, vous abstrayez un peu du support de votre géospatial de votre base de données relationnelle, ce qui est intéressant. En général, vous êtes très vite couplé, et après, vous pouvez plus bouger, quoi. Voilà, il reste plein de temps pour les questions, il reste 9 minutes, c'est exprès. Je vous encourage à vous rappeler que, alors Hibernate, on met à jour les versions, donc c'est cool de prendre la dernière version, parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des bugs en moins, enfin il y en a en plus aussi, mais on améliore des choses, notamment les perfs. Et surtout, il n'y a pas que l'ORM, il y a Hibernate Search, Hibernate Validator, Hibernate OGM. Voilà. Donnez-nous du retour en termes de ce que vous utilisez. Si vous voyez des petits problèmes sur la doc encore, donnez-nous du retour. Du code, évidemment. On essaye, pareil, Vlad travaille à réaccélérer, d'être réactif sur les pull requests. On n'a pas été super top dans le passé. Et là, c'est vraiment activement un boulot qu'on fait. Et allez sur hibernate.org et puis dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Merci. Bon, il y a peu de gens qui sont partis, donc ça veut dire que c'était pas si inintéressant que ça, ou alors vous étiez vraiment fatigués, c'est après la bouffe. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas trop, donc il va falloir faire du bruit. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous gérez EHCache et Hazelcast. Vous allez le gérer ou pas du tout? Ah, c'est une bonne. Alors, on l'a pas aujourd'hui, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a eu une contribution du cache de second niveau. EHCache, c'est les gens de Terracotta qui activement le contribuent. En l'occurrence, j'ai discuté avec Louis il y a quelques jours. Ils vont travailler à la version 3 de EHCache en termes de support. Et aussi, on va essayer enfin, on a un proto, mais on veut finir la support Jcache, qui est en gros le standard pour les accès cache. Donc là, Hazelcast supportant Jcache, tu auras au moins un support minimal. Par contre, je ne sais pas si EHCast, ils ont explicitement fait une implémentation. Et ça se trouve, elle est dans leur distribution, ce qui peut arriver aussi. D'accord. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Ouais. Je ne sais pas où tu es, mais vas-y. OK. Ouais, tu as dit que vous enhancez les classes d'Hibernate, enfin nos classes métiers. Est-ce que vous avez pris en compte le fait de gérer, par exemple, les versions de bytecode genre du Java 5, du Java 6? Et par exemple, si aujourd'hui j'utilise ta version, est-ce que si je migre pas de JDK, ou si je migre, par exemple, demain à Java 10, ça va toujours continuer à marcher? Alors, historiquement, les gens de Java, ils n'ont pas cassé, c'est-à-dire que les VM futurs savent lire et exécuter le bytecode ancien. Donc, si tu as enhancé la classe avec le compilateur, mettons de la 5, et ben la 7, ça va fonctionner, à part bug ou ça. Donc ça, c'est bon. En dessous, on s'appuie sur ASM, qui est une librairie... non, pardon, on s'appuie sur... JavaSist, pardon, qui est une librairie qui est d'un universitaire au Japon que JBoss, de manière générale, maintient parce qu'on l'utilise un peu à droite à gauche. Donc voilà, on maîtrise la chaîne de bout en bout. Franchement, Java étant très backward compatible, on n'a pas eu d'écho négatif dans ce que tu parles. Après, tu peux toujours recompiler. Ah oui, un truc. Là, j'utilisais les tâches, Maven et Gradle, donc ça, c'est cool. Il y a une version Ant, au fait, aussi.
Si vous utilisez un serveur d'app, c'est déjà inscrit dans le phénomène de Bootstrap, donc vous n'avez même pas à annoncer les classes au build time. Vous allez gagner un peu de temps au Bootstrap, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes dans un univers non Java EE certifié, bah, là, c'est à vous de le faire au démarrage, à la compile, enfin la post-compile. Une autre question? Ouais. Au fait, en attendant, ce soir, il faut aller voir les cascodeurs. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout en EI1, c'est Mayo, je pense. C'est la grande là-bas de l'autre côté. Oui. Ouais. Concernant la compatibilité avec des bases NoSQL, est-ce que vous avez pensé à la connexion avec HBase? Et sinon, une autre question concernant l'utilisation de Lucene. Pourquoi avoir choisi Elasticsearch et pas Solr? Alors, à la première, la réponse est oui, mais on a un vrai problème de bande passante aujourd'hui. Donc je sais, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le contribuer en open source, que les gens d'Intel ont fait le portage de OGM pour HBase. Malheureusement, le code reste voilà, non disponible. Donc je sais que c'est faisable. Je ne sais pas la qualité de tout ce qu'ils ont fait, etc., mais je sais qu'ils avaient avancé. Aujourd'hui, j'aimerais bien plutôt qu'on finisse Cassandra avant de s'attaquer à autre chose. Mais si tu es motivé, en fait, beaucoup des backends qu'on a vus là, notamment Redis, ça a été démarré par quelqu'un qui s'est dit bah, « moi, je vais essayer de l'intégrer ». La partie un peu tendue, c'est la gestion des associations, parce qu'on a un phénomène d'abstraction un peu compliqué. Mais on a une API d'abstraction, un dialecte qu'on appelle, que tu implémentes pour aller taper vers la base de données physique en dessous. Voilà. Et pour ta deuxième question, c'est marketing en fait. Non, fallait en choisir un, donc tu m'aurais posé l'autre question dans l'autre sens. Sinon, notre objectif c'est d'avoir les deux. Il fallait démarrer par un pour se faire la main. Ce qui est sûr, c'est que pour la version 6 d'Hibernate Search, on va des API qui sont un peu liées à Lucene, elles vont disparaître, elles vont s'abstraire. Et du coup, on va avoir l'abstraction propre pour faire Lucene, Elasticsearch, Solr, et s'il y en a un autre qui arrive, un de ces quatre, le suivant. Tu vois, les analyzers, aujourd'hui, on a une dépendance assez dure dans le truc Lucene. Il faut qu'on s'abstrait un petit peu de ça. Voilà, il y a 2-3 autres endroits où on a un peu une adhérence avec l'API Lucene pure qu'il faut qu'on sépare. Donc, c'est un premier jet et on va arriver à Solr. Ce n'est pas une question de choix stratégique ou je ne sais pas quoi. Mais bon, on aime bien les deux. Hein. Franchement, la communauté Lucene, bon, déjà, c'est le seul moteur qui marche pour tout le monde. Elle est très... Enfin, tout le monde est plutôt gentil dans cet univers. Voilà, on reste dans cette communauté. Tous les ingénieurs, ils se connaissent. Voilà. Ouais. Moi, j'avais juste une question sur... donc là, vous avez présenté plutôt Hibernate 5. Ouais. Il y a déjà une intégration avec Spring? Enfin, une version de Spring qui... Parce que, par exemple, Spring Boot, c'est plus... même la dernière version, je ne suis pas sûr que ça prenne Hibernate 5 en compte. Je crois que ça tire du 4 par défaut. La réponse, c'est que, 5.0, c'est sûr. Parce que je sais qu'Oliver de Spring Data a râlé parce qu'on a cassé des trucs dans la 5.1 et que ça lui a foutu sa zouille dans son framework. Après, est-ce que la version de Spring Data que lui a réalisée est déjà disponible dans Spring Boot? Ça, je ne sais pas trop. Mais normalement, oui. Quelqu'un utilise Spring Boot et sait un peu plus là-dessus? Il faut le déclarer pour l'utiliser. Donc il y a le support, mais il n'est pas par défaut. C'est ça que tu es en train de dire. D'accord. Vive le crowdsourcing. Peut-être une dernière question. OK, bah merci beaucoup d'être venus si nombreux. Et puis je reste autour si vous avez d'autres questions.